Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. Une nuit de 1986, les habitants d'un village reculé du Cameroun ont entendu un bruit semblable à une explosion. Au début, ils pensaient que c'était juste le bruit du tonnerre et que la pluie allait bientôt commencer à tomber. Mais ils avaient tort, car le son qu'ils entendaient était celui de la mort et c'était le début d'une grande tragédie qu'ils allaient vivre là-bas. L'histoire d'aujourd'hui nous emmènera au Cameroun et plus précisément dans un petit village nommé Nio. Ce village n'avait ni eau ni nourriture, et ses habitants étaient connus pour élever du bétail, c'est-à-dire des vaches, des moutons, etc. Le 22 août 1986, et peu avant le lever du soleil, un monsieur nommé Ephraim se levait tôt le matin pour sortir faire paître ses moutons. Avant de quitter sa place, il resta assis à réfléchir. Son esprit était confus car il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé la nuit précédente, comme si sa mémoire avait été effacée. Il est retourné à sa place et a continué à essayer de retrouver sa mémoire et de réfléchir à ce qu'il avait fait avant de s'endormir, mais il ne pouvait pas et ne se rappelait de rien du tout. Tout ce qui était capable de se rappeler qu'avant de s'endormir, il avait entendu un bruit, semblable au bruit du tonnerre, mais à part cela, il ne se rappelait de rien. Finalement, il s'est levé de sa place pour commencer sa journée, mais en se levant, il a eu le vertige au point qu'il est retombé à sa place, ses jambes étaient faibles et il est tombé au sol, il avait le vertige et il avait froid. Il n'a rien compris car la veille, il allait bien. Pourquoi est-il soudainement malade et fatigué? Malgré cela, il s'est débattu et s'est levé car il devait faire sortir ses moutons. La première chose qu'il fit fut de regarder dehors par la fenêtre pour voir s'il pleuvait. Car vu qu'il avait entendu le bruit du tonnerre, cela signifiait que l'hiver était là et que la pluie était possiblement tombée. Mais d'abord, il faisait encore froid, mais c'était tout le contraire. Le ciel était dégagé et le sol sec, et il n'y avait même pas un seul signe indiquant qu'il avait plu cette nuit-là. Il termina et se dirigea vers la porte pour pouvoir sortir et aller au bosquet sortir ses moutons, mais avec une pause. Devant la porte, il remarqua que le monde était très silencieux, au point qu'il n'entendait pas le bruit des insectes. Ephraim avait l'impression d'avoir perdu l'ouïe, parce que ce silence n'était pas normal, même si c'était tôt le matin, mais les gens étaient comme ça là-bas. Ils sortent le matin avec leurs moutons, et même dans le cas où ils ne s'étaient pas tous réveillés ce matin-là, le bruit des animaux, d'insectes et d'oiseaux se fait entendre là-bas. Il laissa sa ferme et descendit de là au village en bas, afin de rencontrer quelqu'un et pour s'assurer que son ouïe était bonne. Il voulait poser des questions sur la veille. Parce que lui ne se souvenait de rien. Ephraim habitait au sommet d'une colline au-dessus de ce village et il devait descendre de là jusqu'au bas où étaient rassemblées les maisons. S'il voulait rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il continuait à descendre en regardant à droite et à gauche afin de percevoir quelqu'un, mais personne. Les habitants du village avaient tout bonnement disparu, comme s'ils s'étaient tous rassemblés et déplacés vers un autre endroit. En plus de cela, il y avait un silence contre nature. Même les moustiques qui rendaient malades les gens de ce village avaient disparu. Il a continué à marcher, il avait très peur, son cœur battait, et de loin. Une femme lui est apparue. Elle criait et essayait d'enlever ses vêtements comme si elle les arrachait pour les enlever. Dès que Ephraim l'a vue, il a couru vers elle. En s'approchant, il a vu les membres de sa famille gisant au sol comme s'ils dormaient. Il resta coincé à sa place pendant un moment, sans comprendre pourquoi cette dame criait et pourquoi les membres de sa famille dormaient là-bas. Il ne courait plus, mais il allait seulement vers elle doucement. Lorsqu'il s'est approché, il a remarqué que les membres de sa famille qui gisaient sur le sol avaient du sang qui sortait du nez, des yeux et de la bouche. Leur corps semblait avoir été brûlé. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que Jean ne dormait pas, mais sont morts. Et pas que, à droite, toutes leurs brebis gisaient mortes. Ephraim était choqué et ne pouvait plus bouger et se rapprocher de la mystérieuse femme, il voulait aller vers elle et lui a demandé ce qui s'était passé, mais il n'a pas pu. Il était très effrayé et choqué et ne comprenait pas ce qui se passait. Il restait juste là à la regarder. Elle criait et a commencé à secouer ses enfants qui gisaient par terre en leur disant « S'il vous plaît, réveillez-vous », mais ils ne se réveillaient pas, toute sa famille avait été fauchée par la mort. Ephraim tourna le dos et continua son chemin, courant, ne trouvant personne qui puisse comprendre cette calamité et ce qui s'était passé. Pourquoi c'était si silencieux, et pourquoi toute la famille de cette femme était-elle morte, y compris leur bétail? Quoi qu'il en soit,
il finit par atteindre le village en bas où les maisons étaient regroupées et où les habitants se levaient toujours tôt. Et où les enfants couraient partout. Le village était tellement plein de vie, mais ce jour-là il n'y avait personne. Ephraïm décida d'aller chez sa cousine, qui habitait au milieu de ce village. Elle était mariée et avait des enfants. C'est ce qui a fait, il a couru au milieu des maisons et a remarqué qu'il y avait un tas d'animaux morts étendus partout sur le sol. Ephraïm ne voulait pas les regarder pour ne pas avoir encore plus peur. Sa seule préoccupation était de se rendre chez sa cousine pour la voir, elle et ses enfants, voir s'ils allaient bien et lui demander ce qui s'était passé et pourquoi. Tout le village est comme ça, pourquoi tous les animaux sont-ils morts? Finalement, il atteignit sa porte et sans frapper, il entra. Devant lui, il retrouve sa cousine étendue au sol, morte. Elle était seule et elle tenait un bol de nourriture, comme si elle avait posé ce bol pour manger et qu'il mourut soudainement. Ephraïm resta là sous le choc, même les larmes ne coulaient pas sur ses joues, il continuait à regarder autour de la maison, et après un moment il jeta un coup d'œil à ses enfants qui dormaient, et il se dirigea vers eux, espérant les retrouver vivants, mais malheureusement, ils étaient tous morts, à cause du choc et de la peur. Il sortit de là en courant et s'arrêta devant la porte de la maison de sa cousine. Il se demandait ce que c'était et ce qui s'était passé. Au début, je vous ai dit que Ephraïm est venu en courant vers ce village, et qu'il avait remarqué que le sol était jonché de cadavres d'animaux morts, mais il ne voulait pas les regarder pour ne pas avoir plus peur. Lorsqu'il s'est rendu chez sa cousine, il l'a trouvée morte. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à observer ces animaux. Il découvrit qu'il ne s'agissait pas d'animaux, mais plutôt des habitants du village. Il y avait parmi eux des animaux, mais pas beaucoup. La plupart d'entre eux étaient humains, et tous, sans exception, étaient morts. Les corps étaient partout. Les enfants étaient les uns sur les autres. L'un d'eux roulait à vélo jusqu'à ce qu'il tombe soudainement et meure. Deux d'entre eux se dirigeaient vers la forêt qui se trouvait là, comme s'ils fuyaient quelque chose et tombèrent et moururent. Tous ces gens étaient juste morts, ils n'avaient ni trace de blessure ni trace de maladie. Ils vivaient normalement et soudain ils sont tous morts. Ephraïm a quitté ce village. Il courait et espérait rencontrer quelqu'un sur la route qui lui expliquerait ce qui se passait. Il se sentait comme dans un cauchemar très abominable. En chemin, au loin, il aperçut un vieil homme avec son fils. Il courait et allait dans la direction où se trouvait Ephraïm. Il pensait qu'ils venaient vers lui et que dès qu'ils atteindraient, ils s'arrêtaient, mais non, ils ne se sont pas arrêtés. Dès qu'ils l'atteignirent, ils poursuivirent leur route vers la forêt. Leurs yeux étaient écarquillés et injectés de sang. Ephraïm s'est arrêté et leur a crié de lui parler, mais ils n'ont pas écouté. Ils continuèrent leur chemin, coururent vers la forêt, y pénétrèrent et disparurent. Il resta là, choqué, essayant d'analyser ce qui s'était passé. À ce moment-là, il se souvint d'une des histoires que son grand-père lui avait racontées, l'histoire des gens du village s'étaient noyés dans un lac proche, ce lac s'appelait Nio, tout comme le nom du village, lui avait raconté que les gens qui s'y étaient noyés étaient très nombreux et que leurs âmes n'avaient jamais quitté le village. Il lui dit qu'un jour viendrait où toutes ces âmes se réveilleraient et tueraient tous les gens qui vivaient dans leur maison. Ephraïm s'est dit que son grand-père avait eu raison à propos des âmes, ce sont les âmes de ces pauvres gens morts noyés qui s'étaient réveillés et tués tous les habitants du village. Il continua son chemin en courant, et lorsqu'il trouvait des maisons sur son chemin, il entrait dans l'espoir de trouver une seule personne vivante, mais il ne trouva que des gens soit morts en endormant, soit morts lorsqu'il était en train de faire quelque chose. L'une des maisons qu'il a ouvertes était un homme qu'il a nommé Joseph. Heureusement, il n'était pas mort, mais il était assis à côté de sa fille déjà décédée. Il pleurait amèrement pour elle. Ephraïm est allé vers lui afin de le questionner sur ce qui s'était passé, mais aucune réponse de la part de ce père au cœur meurtri. Mais après un moment Joseph s'est retourné et a répondu à Ephraïm qu'il était aussi perdu que lui, il lui dit que la première chose à faire serait de trouver de l'aide. Joseph prit sa moto et Ephraïm est resté à la maison l'attendre, le village le plus proche du était un peu loin, mais après plusieurs minutes à pleine vitesse sur ces routes accidentées, à la recherche de n'importe qui avec une réponse, ou un représentant des autorités afin de les aider, il est finalement arrivé au village voisin, il fut choqué de constater que le village était normal. Les gens marchaient et les enfants jouaient, et rien ne s'y passait. Joseph commença à chercher là-bas et commença à aller leur dire que tous les habitants du village où il vivait étaient morts, même les animaux. Les gens n'arrêtaient pas de le regarder, il avait l'air d'un idiot.
Et qui croirait à son discours? Tous les habitants du village sont morts sans raison. Comme cela semblait illogique, aucun des habitants du village ne s'est rendu à Nio pour vérifier si ce discours était vrai ou non. Le lendemain, le 23 août 1986, un médecin nommé Emmanuel Nkombi travaillait dans un hôpital qui s'y trouvait. Seulement 2 jours auparavant, il s'était rendu dans un autre village parce qu'il y avait du travail. Ce jour-là, il est retourné dans le village où se trouvait l'hôpital où il travaillait. Et son chemin passait sur le village de Naos, c'est-à-dire le village où s'est produit ce désastre. Alors qu'il était sur la route, il a vu une vache morte sur le bord de la route. Il n'arrêtait pas de la regarder et se disait, « Ce pauvre homme a perdu sa vache. Quand il la trouvera, il sera choqué. » Il a continué son chemin. Et il vit que et à côté, se trouvait une autre vache et également 2 chèvres mortes. Il a commencé à dire, « Comment ça se passe? Ce n'est pas normal. Que se passe-t-il ici ?» Alors qu'il poursuivait son chemin, il trouva d'autres animaux morts, et pas seulement quelques-uns, mais beaucoup d'animaux. Il restait là à regarder, sans comprendre. Et il a décidé de poursuivre son chemin jusqu'au village de Nio car les gens qui y vivaient étaient les propriétaires de ces animaux morts. Il voulait aller vers eux pour demander pourquoi toutes leurs vaches et chèvres étaient mortes, mais quand il est arrivé, il a constaté que ce n'était pas seulement les vaches et les chèvres étaient mortes, mais que même les gens l'étaient. La scène qu'il y avait vue restera avec lui toute sa vie jusqu'à sa mort. Le village semblait désert et des centaines de corps, le silence régnait, une scène d'un film d'horreur dans la vraie vie. Un médecin a été choqué parce que la première chose qui lui est venue à l'esprit après avoir vu cette scène était qu'une grande et dangereuse peste avait frappé tous les gens et tous les animaux. Il ne pouvait pas continuer son chemin, alors il a fait demi-tour et est revenu de là où il était venu afin d'avertir les autorités et aux autres personnes afin qu'ils viennent voir ce qui se passait. Une fois arrivé au village qui portait le nom de Wom, il se dirigea directement vers le commissariat pour les prévenir. Il ne pouvait pas parler, il parvient très difficilement à leur dire que tous les gens du village Nio étaient morts, sans exception. Les autorités y sont allées immédiatement, afin de vérifier ce qui s'était passé. Et découvrir un paysage désastreux, des cadavres par centaines, mais heureusement, certains par miracle étaient restés inconscients. Les médecins, les voitures de police et les ambulances sont arrivées. Tout le monde s'y était rassemblé. La nouvelle s'est répandue très rapidement dans tout le Cameroun jusqu'à atteindre le président Paul Biya. À ce moment-là, personne ne savait pourquoi tous ces gens ont été tués du jour au lendemain. Le président du pays a donné l'ordre que tous les morts soient enterrés le plus rapidement possible, afin de stopper la propagation, si la cause était une maladie inconnue. Pendant 4 jours entiers, ils ont creusé une grande tombe pour pouvoir tout y enterrer. Imaginez avec moi que ce n'était pas seulement le village Nio qui avait été victime de cette tragédie, 2 autres villages proches où étaient touchés l'un nommé Subom et un autre nommé Chat. Tous leurs gens sont morts et ceux qui ont survécu étaient peu nombreux. Le nombre total de personnes qui sont mortes était d'environ 2000 personnes et le nombre d'animaux qui sont morts était de plus de 3500 animaux et le nombre de personnes qui ont survécu n'était que de 300 personnes, parmi lesquelles se trouvaient Ephraim, Joseph, la femme qui déchirait ses vêtements et criait et le vieil homme et son fils qui étaient terrifiés et fuyaient vers la forêt. Ces 2-là s'étaient éveillés normalement, même s'ils étaient un peu malades. Mais ils se sont levés pour prendre leurs moutons et commencer leur journée normalement, jusqu'à ce qu'ils trouvèrent tous les gens de la maison morts et tous les gens du village morts aussi. Ils ont cru à une malédiction, raison pour laquelle ils s'enfuyaient pour que la malédiction ne leur tombe pas dessus. Ces personnes qui ont survécu ont toutes été emmenées à l'hôpital pour être soignées et pour que la malédiction se propage aux autres personnes. Certains d'entre eux étaient dans un état critique. Ils souffraient de problèmes respiratoires et de vertiges, et un certain nombre d'entre eux avaient des éruptions cutanées comme s'ils avaient été brûlés, et une chose est que les gens qui sont venus étaient un peu loin du village où tous les gens sont morts, ce qui signifie qu'ils étaient en dehors du village, donc cette nouvelle s'est beaucoup répandue, non seulement au Cameroun, mais dans le monde entier et toutes les chaînes d'information en ont parlé, et de nombreux pays ont fourni une aide au Cameroun pour aider ces gens et ne pas les laisser dans le froid et la faim. Ils ont même fourni une aide médicale et des médicaments et un grand groupe de médecins pour soigner les survivants, et bien sûr de nombreux scientifiques sont venus sur place pour essayer de découvrir la raison de cette tragédie, qui a pris la vie d'innombrables personnes si soudainement. Le 25 août 1986, ce qui signifie que 3 jours s'étaient écoulés depuis que cet incident s'était produit. Un scientifique américain, Joseph Devine,
regardé les informations et a vu ce qui s'était passé au Cameroun. Le présentateur des nouvelles a déclaré que ce qui était arrivé à ces gens était encore un mystère absolu. Devine regardait et était choqué, et a directement pris son téléphone afin d'appeler l'un des responsables du gouvernement et lui a dit qu'il sait ce qui s'est passé au Cameroun, et demain matin il veut y aller tôt. L'interlocuteur a répondu qu'il lui prendrait un billet d'avion pour le prochain vol vers là-bas. Joseph Devine et son assistant prirent un avion pour le Cameroun pour confirmer leur théorie. Ils sont arrivés là-bas le 27 août, c'est-à-dire après 2 jours, et ils ont trouvé que les militaires continuaient à creuser les tombes et à enterrer les gens et les animaux. Il y avait là beaucoup de gens qui étaient venus. Pendant qu'ils marchaient, ils ont commencé à entendre les théories que les gens racontaient sur ce qui s'était passé là-bas. Certains disaient, comme Ephraïm, que la raison en était les fantômes ou les esprits des personnes mortes dans le lac. Il y avait ceux qui disaient que c'était une arme secrète que l'État avait testée sur eux, et il y avait ceux qui disaient que tout cela ne serait rien d'autre qu'une bombe nucléaire, parce qu'ils auraient entendu le bruit de l'explosion. Devine, il savait qu'aucune des théories proposées par les gens n'était la raison de cette tragédie, parce que 2 ans avant, exactement en 1984, le même incident s'était produit ailleurs, au Cameroun, à 120 km de Nio, mais ce n'était pas si grand. Seules 32 personnes y sont mortes. 32 personnes, bien sûr, ce n'est pas un petit nombre, mais plutôt un grand nombre de personnes, vraiment, mais par rapport avec le nombre de personnes qui sont mortes à Nio et dans les villages voisins, il semble petit parce que quand je vous ai dit environ 2000 personnes étaient mortes, Devine était venu sur place il y a 2 ans pour tenter de découvrir la raison qui avait tué ces 32 personnes. En fin de compte, il avait pu le découvrir, mais lorsqu'il avait présenté sa théorie et confirmé aux gens, c'est ce qui a tué ces 32 personnes. Personne n'y a réellement prêté attention, vu que sa théorie semblait improbable. Mais maintenant parce qu'elle s'est reproduite et sur une plus grande échelle, c'était la seule théorie qui semble vraie et logique. Et maintenant je vais vous révéler la raison qui a provoqué la mort de toutes ces personnes. Je vous ai révélé au début que le village Nio était à côté d'un lac qui portait le même nom, et que les autres villages dans lesquels cet incident s'est produit étaient aussi proches de celui-ci. Ce lac n'était pas un lac ordinaire mais s'est formé à cause des explosions d'un grand volcan qui se trouvait en dessous. Ce qui a formé un cratère dans lequel l'eau s'est accumulée. En dessous de ce lac se trouvait de la lave, ou plutôt un lac volcanique souterrain. À cause de ce lac volcanique souterrain, le lac Nayo était l'un des 3 lacs au monde dont le fond contient du dioxyde de carbone. Normalement, ce gaz sort du lac petit à petit sans blesser personne, mais ce n'est pas ce qui s'est passé à Nio. La couche supérieure d'eau ne l'a pas tout laissé sortir à cause des facteurs météorologiques, et donc le dioxyde de carbone est resté au fond du lac, bouillonnant et augmentant chaque jour jusqu'à ce qu'il finisse par exploser comme un autocuiseur. Nous savons tous que lorsque nous inspirons de l'oxygène et libérons du dioxyde de carbone, et ce gaz de dioxyde de carbone est présent dans l'air, donc si nous l'inhalons à nouveau, ce n'est pas trop grave, une petite quantité de dioxyde de carbone ne nous fait vraiment rien. Mais, une quantité légèrement supérieure vous fera vous sentir étourdi, nauséeux avec une sensation de fatigue générale quasi instantanée, mais avec trop grande quantité, la mort est immédiate. Le gaz carbonique qui se trouvait dans le lac était au fond de celui-ci et y était collecté depuis longtemps, mais ce jour-là, quelque chose s'est produit, et c'est probablement le volcan qui se trouvait sous le lac qui est devenu un peu actif, et cela a rompu l'équilibre fragile entre la tension de l'eau du lac et la pression du gaz carbonique emprisonné en dessous, ce qui lui a permis de se libérer et de rompre silencieusement. Ce son que Ephraïm avait entendu la nuit n'était pas le bruit du tonnerre, mais plutôt le son d'une explosion de dioxyde de carbone. Certaines personnes ont aussi affirmé avoir entendu le bruit de bulles qui explosent similaire au bruit d'une boisson pétillante en provenance du lac. Ce bruit n'était rien d'autre que du dioxyde de carbone qui se libérait du fond du lac. Ce gaz se propageant rapidement, il a très vite atteint les villages voisins et a tué de nombreuses personnes. Ces gens qui habitaient un peu loin du lac. Elle les a atteints et les a affectés, mais pas trop, car ils s'étaient déjà dissous dans l'air et n'étaient plus aussi concentrés qu'avant. Mais cela a été malheureusement suffisant pour prendre la vie de quelques personnes qui avaient des problèmes respiratoires alors qu'elles étaient loin du lac, comme la fille de Joseph par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est exactement ce qui s'était passé dans un autre village, où 32 personnes ont trouvé la mort. Ce village était à côté d'un petit lac appelé Manon, qui avait aussi du dioxyde de carbone au fond et qui a été libéré et a tué ces gens. Quand tout le monde a entendu la nouvelle et connaissait la vraie raison qui a tué tous ces gens, ils ont tous posé la même question: est-ce que ça peut se reproduire?
Les scientifiques ont répondu et ont dit oui car le gaz continuera à s'accumuler au fond du lac. Le dioxyde de carbone s'accumulera et s'accumulera jusqu'à ce que quelque chose se produise, ce qui le libérera et provoquera la mort de toute personne qui aura la malchance d'être sur son chemin. La première chose que l'État a faite a été de déménager toutes les personnes qui vivaient là et les a envoyées tout très loin de ce lac. L'État a ensuite demandé aux scientifiques et aux chercheurs de chercher une solution pour que cette tragédie ne se reproduise plus. Pour protéger les gens d'une catastrophe comme celle-ci. Les chercheurs ont passé 10 années entières à chercher une solution et ont finalement eu une idée très simple, trouver un moyen de libérer le dioxyde de carbone du fond du lac et de le rejeter dans l'atmosphère. En 1995, ils ont amené une pompe pour extraire l'eau qui se trouvait au fond du lac et qui contient du dioxyde de carbone et pour la faire remonter jusqu'au sommet du lac. Le gaz est ainsi libéré sans aucun problème, car effectivement, une petite quantité de gaz de dioxyde de carbone se dissout dans l'air rapidement. En 2001, ils ont ajouté une autre pompe à ce lac pour aider la première pompe et faire ressortir beaucoup plus d'eau au-dessus. En 2011, ils en ont ajouté 2 autres. Et à cette époque le lac était devenu parfaitement sécurisé pour les personnes qui souhaitaient s'installer à proximité. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.